peintre flamand qui appartient au maniérisme flamand, qui s'appelle Martin van Heemskerck, pardon, c'est toujours compliqué à prononcer son nom, qui est né en 1498 et qui est mort en 1574. Et c'est un garçon qui est né à Delft, qui s'est formé à Delft, et il a réalisé un voyage qui a été assez long, de 1532 à 1537, à Rome. La peinture que je vais vous montrer, c'est le résultat de son travail, de son temps passé à Rome, puisque la peinture date de 1537. Après, il s'est installé à Haarlem, puis à Amsterdam, et il fait partie des grandes figures de la peinture flamande, et il a été très proche d'un personnage dont j'ai parlé dans le précédent Filiconi, qui était Cornert, puisque ça a été Cornert a été le grand graveur de Heemskerck. Voilà, et donc la peinture que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une peinture assez exceptionnelle qui est conservée au Musée d'art et d'histoire de Vienne, qui est une peinture de format moyen, parce qu'elle fait 56 par 106 cm, et qui représente, comme vous avez pu le constater, ce qu'on appelle un triomphe de Bacchus. Alors, on le sait, hein, puisqu'on a ça dans les notes de Heemskerck, et puis on peut le voir, c'est assez simple. Hein, il y a une série de 4 références dans cette œuvre. La première référence, c'est un grand nombre conservé à Rome de ce qu'on appelle les sarcophages du triomphe indien de Bacchus. Donc il y en a un certain qui on a encore. Il y en a un exemplaire au Vatican. Il y en a un autre qui a été retrouvé bien plus tard, puisqu'il a été retrouvé, Heemskerck qui était déjà mort, qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Mais on a un grand nombre de ces sarcophages avec triomphe indien, des bas-reliefs romains qui représentent aussi ce triomphe indien, et puis probablement parce qu'il les a connus à l'époque, 2 peintures exemplaires, une peinture de Titien qui date de 1520, et puis une des peintures les plus emblématiques et la plus proche de ça, qui est une peinture de Dossodossi, qui a été réalisée en 1515 comme triomphe de Bacchus et qui aujourd'hui est conservé au Musée d'art et d'histoire de Mumbai en Inde. Et puis, la 4e référence, qui est la plus importante pour comprendre le fonctionnement de cette peinture, de cette iconographie, c'est évidemment le texte d'Ovide dans les Métamorphoses au livre 4. Donc, je vous lis rapidement le texte, c'est le texte qui a servi de modèle aux peintres pour réaliser cette peinture. La citation est donc « Gloire, disent-elles, ô Dieu toujours jeune, ô Dieu toujours enfant, tu brilles au haut des cieux d'un éclat immortel lorsque tu dépouilles les cornes dont ton front est paré, ton visage a toute la beauté, toutes les grâces d'une jeune vierge. L'Orient est soumis à tes lois jusqu'aux dernières limites de l'Inde, jusqu'au Gange, qui voit sur ses bords des peuples inconnus. Dieu redoutable, tu sus punir l'impiété de Lycurgue et le sacrilège de Panthée, tu précipitas dans les flots les parjures tyréniens, ta main presse et guide les lynx attelés à ton char, les bacchantes, les satyres forment ton cortège, armés d'un bâton et chancelant sur le dos courbé de son âne, Silène te suit, appesantie de vieillesse et de vin. Tu parais, et soudain retentissent de toutes parts les cris tumultueux des hommes et des femmes, le son éclatant des trompettes, le bruit des timbales, des flûtes et des tambours. Ô Bacchus, montre-toi propice aux vœux des Isménides et protège les Thébains qui célèbrent avec joie tes mystères sacrés. Voilà, ça c'est le texte emblématique, hein, donc je répète, c'est dans les Métamorphoses d'Ovide, livre 4, 5, 24. C'est voilà, cette grande description de ce qu'on appelle le triomphe indien de Bacchus. Donc vous avez cette peinture qui est celle que vous avez devant vous, donc Heemskerck peint ce Bacchus comme un Silène. Alors je vous présenterai un certain nombre d'hypothèses tout à l'heure, mais donc Bacchus comme Silène devrait être le personnage qui est ici. Je vous émettrai des hypothèses tout à l'heure parce que voilà, c'est peut-être autre chose. Mais bon, on verra. Il le peint comme un Silène. Il est soutenu par Pan qui est juste derrière. Et il est conduit par un char tiré par un bœuf que vous voyez ici et accompagné de félins. Alors qui normalement devraient être des panthères. Il semblerait qu'Heemskerck n'ait pas vu exactement à quoi ressemblait une panthère. Mais en tout cas, les félins, il y en a qui sont là. Et l'ensemble compose ce qu'on appelle techniquement dans ce genre de représentation, ce qu'on appelle un thiase, qui est le cortège de Dionysos, qui est composé comme c'était indiqué dans le texte. Le premier plan, je ne prends pas en compte ce qui commence à partir d'ici, qui constitue le second plan. Là, vous avez 40 personnages. Le premier plan en comporte 23. Il y a 23 personnages qui sont dans la première phase de l'image. Et parmi ces personnages, vous avez 5 satyres et 3 animaux. Et vous pouvez voir 2 personnages qui sont très facilement identifiables puisqu'ils sont à côté devant le char, ici et ici, qui sont les 2 personnages qui sont communément présents dans tous les thiases et qui sont communément présents toujours avec Dionysos ou Bacchus, qui sont Comos et Coros, ou Comus et Chorus.
dans la tradition latine. Comos et Coros sont deux enfants, deux fils de Hubris. Donc Hubris qui est le déchaînement et la déraison. Comos est celui qui préside à la festivité et aux fêtes. Coros est ce qui préside au dépassement de la satiété. C'est ces deux figures qui sont toujours en permanence, que vous voyez donc à droite et à gauche du char. Le char est surmonté, bon, voilà, on va faire une description rapide, il est surmonté d'un tonneau sur lequel Bacchus est assis. Il y a une corde d'abondance dans la main de Pan et dans la main de Dionysos. Vous avez deux thyrses qui sont représentés, une ici et une là. Ici, vous avez une palme, palme du martyre et de la gloire, en tout cas. Donc, il y a des confusions entre les trucs, mais en tout cas, on reste sur l'idée d'une palme. Et vous avez les deux thyrses qui sont là, qui sont toujours composés de pommes de pin, d'objets et évidemment de pampres, puisque c'est Dionysos. Et puis, vous avez en plus une ombrelle et cette fameuse palme. Et puis, il y a un certain nombre d'objets disséminés un peu partout dans cette œuvre, dont on reparlera, qui sont des objets assez étonnants. Parmi ces objets, vous avez donc à l'intérieur, en tout, vous avez 7 pichets, donc ils sont un peu diffusés partout, mais vous les avez, dont un cassé devant. Il y en a un ici, il y en a encore un ici, enfin, vous en avez 7 un peu partout. Vous avez une gourde qui est ici, avec un entonnoir et une serpe, donc ce qui préside à goûter le vin et surtout qui préside aux vendanges. Qu'est-ce que vous avez encore? Oui, ça c'est sur les objets. Donc vous avez ces 7 cruches, une gourde, un entonnoir et une serpe. Et puis vous avez une série d'instruments, comme la description qui est faite dans le texte d'Ovide. Et parmi les instruments, vous avez donc dans l'ordre des grelots, ici au pied de ce satyre. Vous avez des cymbales qui sont... Alors ça, c'est pas exactement une cymbale, ça c'est des pierres de basalte qu'on appelle des basanos qui sont claquées l'une dans l'autre pour faire des éclairs et pour faire du bruit. Mais vous avez d'autres cymbales qui sont ailleurs, mais je ne sais plus où elles sont. Elles sont ici. Voilà, pardon, ils sont ici, les cymbales. Vous avez des crotales. Vous avez des syrinx, qui est donc ce qu'on appelle vulgairement une flûte de Pan. Et puis vous avez des sistres, que vous en avez un ici. Vous avez des tambourins et vous avez une fameuse buccina qui est ici, qu'on appelle aussi la trompette du bouvier. Je vous en reparlerai après. Parce que c'est important dans la composition du tableau. Et puis ensuite, vous avez la suite du cortège qui prend ici, qui est composé de 40 personnages, qui évoluent dans un paysage de ruines, paysage de ruines à l'antique, paysage de ruines tel qu'on le fait encore dans cette première moitié du XVIe siècle, avec une tonalité de bleu pour reprendre cette condition atmosphérique de la peinture, et que vous avez ce pont, et puis derrière, vous avez une rotonde qui est probablement faite sur le modèle du temple de Vesta à Tivoli, pardonnez-moi, et à l'intérieur duquel vous avez, donc pour aller jusqu'à cette rotonde, vous avez les restes d'un portique avec 3 satyres qui sont donc des télamons, mais 3 satyres itiphaliques. Et vous avez probablement ici, vous avez encore à l'entrée du temple, vous avez 2 satyres itiphaliques. Et ici, vous avez donc à l'intérieur de la rotonde la représentation, l'autre représentation de Dionysos. C'est-à-dire que vous auriez dans ce cas-là une double représentation de Dionysos jeune ici et de Dionysos vieux ici. Donc deux manières de voir Dionysos ou de voir Saturne. On essaiera de voir comment on peut fabriquer d'autres choses à partir de ça et on verra ce qu'on en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce tableau? Pour ce tableau, je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'hypothèses. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, une fois qu'on en a fait la description, je vais essayer de vous en proposer une série d'hypothèses. Je vais vous en proposer, ça paraît peut-être beaucoup, mais c'est simple, c'est des lignes d'interprétation. Je vais vous en proposer 9. La première chose, c'est de considérer que cet objet, d'un point de vue strictement de l'histoire de l'art, est un objet qui appartient à la transition entre la Renaissance et le maniérisme. Voilà, rien de plus, rien d'extraordinaire. On est encore dans une lumière de la Renaissance, mais on est déjà dans les dispositifs du maniérisme, dans la contorsion des corps, dans l'étirement de certains corps, dans le travail de certaines musculatures. On retrouve évidemment des dispositifs qu'on retrouve chez Michel-Ange ou chez Giulio Romano,
Mais voilà, donc on est vraiment à la transition entre les deux. Et évidemment, tout ça a été, qu'on retrouve dans le travail du théoricien Morel qui avait fait ce livre très beau qui s'appelle La Renaissance dionysiaque, où on comprend très bien l'articulation de tout ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre à partir de ce tableau, c'est la structure. Alors, j'ai passé énormément de temps parce que c'est très compliqué d'émettre une hypothèse sur la structure du tableau. Parce qu'en fait, la structure est cachée à des endroits où on n'imagine pas. Enfin, c'est des hypothèses que je vais essayer de faire, mais de comprendre. C'est-à-dire que la structure, elle repose sur ce plan, sur un plan de départ, puis une espèce d'arrière-plan derrière avec ce bleu et cette couleur et ce qu'on appelle les couleurs atmosphériques. Et on ne sait pas, c'est-à-dire que le point de chute est quasiment inexistant, c'est très compliqué, la courbe du pont est relativement artificielle, il y a quelque chose de compliqué dans la manière de le concevoir. Donc, l'hypothèse est de considérer que la structure du tableau fonctionne autrement, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas à partir du paysage et qu'elle ne fonctionne pas à partir de l'architecture, mais que la structure du tableau fonctionne à partir d'autre chose, qu'elle fonctionne à partir des corps, que c'est les corps qui dessinent la structure du tableau. Alors, la première hypothèse que je vous propose, c'est de considérer que la structure du tableau, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une succession de plans qui constituent une espèce de forêt de 23 lignes qui ne cessent de basculer et qui fabriquent cette espèce de mouvement très étrange, oscillatoire, qui ne cesse d'aller de droite et de gauche et qui ne cesse de produire un balancement. Et que toute la structure du tableau fonctionnerait à partir de cette désarticulation et de ce mouvement oscillatoire qui est un mouvement de personnes ivres, en gros, et donc il faut imaginer que cette espèce d'énorme cortège extraordinairement bruyant ne cesserait d'aller et de venir, se trimballant et brinque-ballant autour de ça. Et que toute l'architecture du tableau, je vous le remets sans les lignes pour que votre mémoire rétinienne refasse le travail, et que vous voyez que tout ça, ça tient, et donc voilà, on est empreint dans tous ces mouvements, entre ceux qui sont quasiment immobiles comme celui-ci, lui qui semble courir, lui qui est complètement contorsionné à l'envers, lui c'est pareil, qui semble être dans un mouvement à la fois de regarder, etc., 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 celui qui est sur les échassiers. Donc vous avez une sorte de mouvement extrêmement mobile, vivant, qui ferait la première forme du tableau, la première structure du tableau. Et puis, il y aurait une deuxième structure du tableau qui fonctionnerait à partir de cette fameuse buccina, ou buccina en latin, qui est cette sorte de cornet de Bouvier, qui est cet instrument, qui est un instrument utilisé quasiment systématiquement dans tous les cortèges dans le monde latin. Et en fait, si on regarde cette buccine fabriquerait, en fait, alors je vous prie de m'excuser, je ne sais pas faire les spirales, donc je l'ai faite comme j'ai pu, donc elle est vilaine, mais elle fabriquerait en fait une sorte de spirale à l'intérieur du tableau, qui est une sorte de tourbillon, qui prendrait en fait depuis la buccine de ce satyre, qui prendrait ça et qui viendrait fabriquer une spirale. La spirale que vous pouvez quasiment même conduire encore par là, etc. Et tout le tableau fonctionnait là-dessus. Donc ça veut dire que le tableau fonctionne avec des balancements de droite et de gauche de gens ivres, et à l'intérieur, le tableau se construit sur une temporalité qui n'est donc pas une temporalité linéaire, mais une temporalité en spirale, c'est-à-dire tout s'incruste dans un mouvement qui est une sorte de mouvement répétitif. Et donc on aurait ça qui ne cesserait de faire le travail pour construire le système de la peinture. Bon, voilà. Et à partir de ça, on obtiendrait une possible première interprétation du tableau, qui est donc la structure du tableau est une structure rythmique, celle de l'ébriété, et celle d'un mouvement qui ne cesse de s'enfermer sur lui-même. Troisième hypothèse d'interprétation de ce tableau, qui est une hypothèse extrêmement simple, c'est que Hermskerk fait un parfait travail de synthèse de ce qu'est la peinture italienne du début du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les grandes références de l'époque, tout le monde y est, je vous le disais tout à l'heure, le corps traité par Giulio Romano, le corps traité par Michel-Ange, on retrouve tous les grands, celui par Titien, tous les corps traités par Dosso Dossi, on se retrouve dans une grande tradition de la peinture italienne, et Hermskerk est encore dans cette tradition, en l'ouvrant à une explosion avec ce maniérisme et cette manière particulière, très nordique, de travailler le corps, on en reparlera tout à l'heure, et les éléments du corps. Quatrième hypothèse, c'est de considérer qu'évidemment, pour fabriquer ce défilé, Hermskerk
à travailler sur le modèle de ce qu'on appelle un carnaval. Et de ce que vous voyez ici, en fait, c'est un carnaval, c'est voilà, une déambulation d'un carnaval, avec évidemment une transfiguration dans un monde antique, donc avec des corps nus et avec d'autres objets, mais qu'au fond, c'est un carnaval. Cinquième hypothèse, qui est une hypothèse plus complexe et plus conceptuelle, c'est le problème majeur de ce personnage. Alors, si vous vous souvenez du texte que j'ai lu tout à l'heure, du texte d'Ovide, il est vraiment précisé cette question sur le corps chancelant, Silène, te suit appesanti de vieillesse et de vin. Donc ça voudrait dire que si on suit techniquement la formation du tableau, il s'agit bien d'un triomphe de Bacchus, mais que ce que vous voyez au premier plan n'est pas Bacchus. Bacchus, il n'est exclusivement qu'ici. Ce que vous voyez ici, c'est bien Silène. Et donc ce que vous voyez, c'est une sorte d'immense cortège replié, d'où le fonctionnement de mon hypothèse avec la spirale qui prend acte de ça. Et donc soit vous avez l'idée qu'un cortège se déploie, c'est-à-dire qu'au bout, vous avez Bacchus, et au début, en fait, qui finit le défilé, vous avez donc bien Silène appesantie de vin et vautrée sur ce char, soit alors vous considérez que la spirale de la structure de la peinture est une spirale aussi temporelle, et qu'à la fois et à chaque instant, de l'éternité de Bacchus, puisque Bacchus, dans son éternité, ne cesse de mourir et de renaître, ça veut dire que dans l'éternité de cette spirale, il est à la fois jeune et vieux, tout en même temps. Donc, il y a les deux possibilités. Moi, je n'ai pas d'a priori sur l'une et l'autre des possibilités. Je vous ai deux possibilités qui sont intéressantes. Soit on le considère que c'est une lecture vraiment en image du texte d'Ovide, et dans ce cas-là, ça ne peut être que Silène et ça ne peut pas être Bacchus. Soit alors, on considère que cette peinture, qui est donc un vortex temporel, eh ben, ça veut dire que dans le même instant, il est à la fois jeune et vieux en permanence. Et donc, ça ne cesserait de tourner, et ça cesserait d'être une sorte de tiaz infini, où il cesserait d'être en même temps vieux et jeune, comme le dit le texte. Hein, si on lui enlève ses cornes, il apparaît comme un visage d'une jeune vierge, et en même temps d'un vieillard bourré accroché sur son... Enfin, un vieillard, un homme mûr bourré accroché sur son tonneau. Moi, j'aime bien, hein, les deux hypothèses, je les trouve assez belles et ce qui constitue une force assez prégnante pour interpréter ce tableau. Sixième hypothèse, qui est extrêmement importante, ce tableau est assez emblématique dans l'histoire de l'art pour deux choses. Il est emblématique pour une des premières grandes épreuves de la diversité, c'est-à-dire que les corps sont tous représentés, qu'ils soient jeunes et vieux, qu'ils soient blancs ou noirs, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, ils sont tous représentés à un niveau d'égalité. Et vous avez une sorte de grand processus, de grand défilé, et qui est une des choses qui permettrait de concevoir, dans la tradition de Bacchus et de Dionysos, de l'affirmation de cette xénophilie, qui est une des caractéristiques fondatrices de Dionysos, c'est-à-dire que Dionysos accepte tout le monde. C'est le principe des cortèges dionysiaques, c'est d'avoir cette xénophilie, c'est-à-dire cet amour de la diversité et cet amour de l'autre. Et il me semble que une des grandes réussites de Martin van Herskerk dans ce tableau, c'est d'avoir réussi à peindre cette xénophilie, à peindre cette diversité. Et donc, évidemment, cette festivité et ce caractère hybride. Septième hypothèse ou septième ligne de lecture, qui est une lecture alors plus complexe, qui est une problématique de la représentation de la masculinité dans ce tableau, puisque vous avez au premier plan quasiment que des corps masculins. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. 7 corps masculins qui dessinent une sorte de ligne, enfin une sorte de zigzag à l'intérieur du tableau. Ces corps masculins ont un rapport de chromie très particulière. Hein, il y a une alternance entre la chromie et surtout entre les gestes. Travail sur la musculature et travail sur l'exposition du corps, puisque là, vous avez quelqu'un qui est dans une forme totalement classique du contrapposto. À l'inverse, vous avez quelqu'un qui va se retrouver sur des échasses. Là, vous allez avoir quelqu'un qui va reprendre une figure de l'acrobate et qui va exposer ses organes dans une présence absolument immédiate et posée telle qu'elle. Et de l'autre côté, vous allez avoir, ce qui est la petite scène la plus drôle, qui est évidemment ce satyre ivre-mort, peut-être en train de vomir, ayant renversé sa carafe, qui est entouré de deux petits satyres aussi.
qui montre au spectateur, évidemment, l'arrière de l'anatomie du satyre et qui montre son fondement en train de déféquer. Et donc, vous avez une sorte de gradualité de toutes les représentations du corps, de la fonction la plus académique et la plus antique et la plus noble, à une fonction beaucoup plus triviale d'un corps qui est en train de déféquer. Et donc, vous avez quelque chose, évidemment, d'une exposition assez étonnante de cette masculinité, qui est une masculinité qui est à la fois artistique, qui arrive jusqu'à une masculinité totalement parodique. 8e hypothèse, à partir de la 7e, c'est de considérer qu'une fois qu'on a rassemblé tout ça, c'est de considérer qu'au fond, en 1537, cette peinture est une peinture politique. Il ne faut jamais oublier qu'en 1537, on est sur la fin de la Renaissance. En tout cas, en Italie, c'est déjà fini. On a déjà attaqué le maniérisme. L'Italie a déjà vécu un certain nombre de traumatismes entre le sac de Rome et un certain nombre de grandes crises politiques, et que dans le milieu des années 30, Paul III Farnèse a déjà commandité à Daniele da Volterra de rhabiller tous les culs nus de la chapelle Sixtine et de la voûte, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une nouvelle orientation de la représentation, et les corps, on les représente plus nus, on fait beaucoup plus attention à une manière. Là, on est dans une sorte de résistance, qui est à la fois une synthèse entre la pensée des Flandres, entre la brutalité de la pensée des Flandres et de la représentation des corps, et un héritage de la Renaissance, mais qui est un héritage qui passe d'un corps à droite, qui est un corps parfaitement sculptural dans le contrapposto classique, à un corps qui renvoie à une tradition beaucoup plus flamande d'un corps en train de vomir et de déféquer en même temps. Donc il deviendrait effectivement une peinture politique, avec une dimension morale probablement sur les effets de l'alcool et les effets de l'ébriété, ça c'est pas impossible, mais qui rendrait aussi quelque chose d'une sorte d'humanité matérielle, immédiate, première, sans dimension symbolique, sans dimension autre que ce qu'est la matérialité des corps. Et donc, on en arriverait à partir de ça, une fois qu'on a imaginé que cette peinture pouvait être une peinture politique, on en arrive à la dernière hypothèse, qui est de considérer que si on accumule les lectures que je viens de proposer, on parviendrait alors à poser l'hypothèse que cette peinture permettrait de faire une synthèse d'un certain nombre de fonctions symboliques. Alors c'est évidemment le corps qui en est le symbole central et qui en est l'expérience de cette matérialité, de cette présence de la matérialité. Et puis après, il y a évidemment toute la liste des objets qui fabriquent ces questions-là. Et à partir de ça, vous en avez 5 dans ces fonctions symboliques. Vous avez l'ensemble des instruments de la musique antique qui renvoient pour le XVIe siècle à une expérience du débordement. Au XVIe siècle, à peu près même pas encore pire qu'aujourd'hui, au XVIe siècle, on ne sait pas ce qu'est la musique antique, pas du tout. Et on imagine la musique antique exclusivement sous cette forme du débordement et sur cette forme d'une espèce de grand chaos et d'une stridulance. Donc il faut imaginer ça, donc on est encore dans la fonction symbolique de ce mystère et de ce débordement. Vous avez évidemment en deuxième point la question d'un paganisme qui s'oppose de manière assez forte à l'ordre politique et l'ordre théologique de la première moitié du XVIe siècle, c'est ça qu'il faut voir, qui renvoie cette peinture à une lecture politique. En troisième point, vous avez évidemment la question des symboles du vivant matériel. Symbole du vivant matériel, c'est tous ces éléments que vous voyez à droite et à gauche. Évidemment, le lierre, vous avez une trace de lierre en bas, vous avez un épi ici de blé, vous avez la pampre, vous avez le raisin, etc., qui sont les symboles d'une matérialité immédiate à partir duquel l'humanité est à raisonner. Vous avez une grappe de raisin dans l'amphore qui est en bas, et vous avez tous ces éléments qui renvoient à cette matérialité. Quatrièmement, vous avez les symboles de la ruine, évidemment avec au premier plan ce pied d'une statue colossale qu'il ne faut jamais oublier. Ernst Kerck a beaucoup travaillé sur des copies d'objets antiques et de ces objets qui étaient au XVIe siècle, des fragments de ruines qui étaient un peu partout à Rome et qui étaient une présence permanente. Vous l'avez au premier plan. Ça veut dire que ce tableau est aussi une lecture de l'effondrement des empires et de l'effondrement de la teneur des symboles. C'est ça aussi que ce tableau dit, c'est-à-dire qu'en même temps, le monde antique est un monde qui s'est effondré, c'est un monde politique qui est effondré. Et au fond, tel que Furiesi le dira au XXe siècle, c'est que c'est aussi une lecture de l'effondrement des symboles. C'est-à-dire qu'il est possible, enfin il n'est pas possible, il est fondamental dans l'Antiquité,
Bacchus a eu une efficience, que Dionysos a eu une efficience. Au XVIe siècle, Dionysos n'a plus aucune efficience. Il est un symbole plus ou moins vide qu'on va faire exister dans une sorte de dimension esthétique qui va le transformer ailleurs. Et donc, ce qui signifierait qu'en dernier recours, pour analyser cette peinture, eh bien, il faut l'imaginer que cette peinture, évidemment, ça a une fonction de la représentation d'une liesse, mais que derrière la représentation de cette liesse, vous avez une immense représentation d'une vanité. Ce ne sont que des fragments de choses qui sont en train de se détruire et qui mettent évidemment en opposition cette vanité d'un effondrement en même temps que la nécessité de la possibilité d'une liesse.